Le lendemain, 10 août, les sorts de la famille royale furent enfin décidés. Elle avait passé la nuit dans le cellule du convent des Feuillants, près de la salle de l'Assemblée. On la fit monter dans une vaste berline et on la conduisit en triomphe à la tour du temple. Le long des boulevards, en lui faisant traverser la place Vendôme, où l'on avait abattu déjà la statue équestre de Louis XIV. J'ai voulu jeter un dernier regard sur cette auguste famille avant son emprisonnement et je me plaçais dans la foule au moment où elle descendit parmi les gens qui enterraient la voiture. J'ai remarqué une horrible figure d'homme. La moitié de son visage était couverte par une barbe longue et épaisse. Il était vêtu d'une espèce de souquenille qui devint peu après l'uniforme de la canaille jacobine. Quoique son regard fût hagard et farouche, il paraissait embarrassé de la curiosité inquiète de ceux qui l'entouraient. J'ai demandé quel était cet homme. On me répondit, c'est Jourdain d'Avignon, Jourdain coupe-tête. Je ne sais si l'on m'a dit la vérité, mais ce ne pouvait être un capitaine défroqué. Il fallait donc que ce fût ce Jourdain, trop fameux pour les massacres de la glacière d'Avignon, ou du moins quelque misérable qu'une ingénieuse barbarie avait fait placer là pour jeter à l'effroi de la famille royale. Peu de jours après le 10 août, l'Assemblée législative termina sa session, décréta son remplacement par une autre assemblée. Les membres du parti de la Gironde, qui avaient le plus contribué à la chute du trône, s'atterront de se faire réélire. Parmi les hommes de ce parti, quelques-uns ont conservé tant amis qu'on ne peut les condamner légèrement. On vante encore la pureté de leurs intentions, leur probité rigoureuse, leur talent éminent et leur indomptable courage. Je suis loin de leur refuser ces deux dernières qualités, mais dans quelle situation était la France à l'époque où ils sont entrés dans l'Assemblée législative et quand il fait peu le maintien de la Constitution que cette Assemblée était chargée de protéger? N'était-il donc plus possible de le faire exécuter? Les rois étaient-ils obstacle invincible? Ou la faction républicaine, un ennemi dont on ne pouvait plus arrêter les entreprises, une lutte courageuse en faveur de la monarchie constitutionnelle n'était-elle pas une devoir sacré? Résistance unanime, constante, héroïque, n'était-elle pas préparable à la déplorable et honteuse présomption de vouloir régner sur les débris fumants du trône et de la Constitution? Je crains bien que l'histoire n'accuse le parti de la Gironde d'avoir été entraîné par cette funeste manie de briller à la tribune et que les plus fameux d'entre eux n'ayant été tourmentés par la vanité de lutter des succès avec les héros de l'Assemblée constituante plutôt que par la noble ambition de sauver la patrie en suivant une ligne tracée. Les 20 derniers jours du mois d'août ne feront pas perdus par les révolutionnaires. Ils connaissaient les maximes des victorieux, qu'il ne faut pas laisser l'instinct reposer l'ennemi après la défaite. Aussitôt qu'ils auront mis la famille royale au temple et qu'ils auront massacré tout ce qui restait des Suisses à Paris et dans les environs, ils s'empresseront de jeter en prison toutes les personnes soupçonnées d'attachement au roi. Ainsi les nobles, les prêtres, les domestiques du château jusqu'aux femmes, jusqu'aux enfants qui avaient quelques relations avec la cour. Personne ne fut épargné. Bientôt les personnes feront plus nombreuses que les salles de spectacle.
Un malheur des plus fins. Mettre le comble à la rage des Jacobins et à la consternation générale. Les ennemis du d'ailleurs obtiendront des succès allemands. Les misérables manifestes du duc de Brunswick fit connaître à la vie de Paris l'affreux châtiment dont elle était menacée. Les places frontières longues vie Verdun venant d'être prises et par un politique à jamais honteuse et criminelle. Les souverains qui venaient en secours de l'infortuné Louis XVI furent remplacés leur bannière sur les remparts des places conquises. On ne laissant pas ignorer qu'elles ne seraient plus rendues, le peuple français outragé dans son indépendance, unit son énergie à la fureur des Jacobins, et la France fut sauvée au milieu des torrents des sangs. Chapitre 6. La nouvelle de la prise de Verdun et l'impossibilité d'arrêter l'ennemi arriveront à Paris dans la matinée du dimanche à 2 septembre. Et vers 5 heures, des municipaux à cheval portant un drapeau parcourront les rues en criant aux armes. Ils ajouteront: l'ennemi s'approche, vous êtes tout perdus, la vie sera livrée aux flammes. Et au pillage, prenez les armes, qu'aurez-vous réunir à nos armées? Et l'infâme étranger sera repoussé. Mais il n'a rien craindre des traîtres et des conspirateurs qui vous laissent derrière vous. Ils sont sous le main des patriotes, et la justice nationale avant votre départ va les frapper de sa foudre. Ces terribles paroles répétées dans tous les carrefours jetteront l'effroi dans tous les cœurs. Qui signifient ces mots, la foudre de la justice. Et là, on l'a pris bientôt. La brise circula 2 heures après quand elle égorgé tous les prisonniers. J'ai couru au chef-lieu de la section. J'ai trouvé le greffier, M. Dutillier, qui m'a pris à l'écart et m'a dit: dans 1 heure, les prisonniers de l'hôtel de la Force vont être massacrés. Je viens obtenir de Talleyrand l'ordre de faire sortir Madame de Turtsal et sa fille. Blève, le capitaine des chasseurs, m'accompagne. Il nous faut une 3e personne, mais refuserez-vous? J'acceptai la proposition avec transport et fut convenu que Dutillier entrerait dans la prison, que Blève et lui se chargerait en dessus du dame qui, chez les accompagnerait, soit pour entretenir et distraire les importuns qui pourrions les arrêter pendant la route dans un quartier où ils étaient aussi que nous, soit pour contribuer à les défendre si on les attaquait. On fit aucune difficulté pour faire sortir des dames. Nous descendîmes la rue du roi de Sicile. Nous traversâmes audacieusement l'église du petit Saint-Antoine où s'était née l'Assemblée. La nuit heureusement commençait à nous protéger. On ne fit aucune attention à nous et mesdames de Turtsal trouvèrent dans la rue Saint-Antoine leurs amis qui les mirent en sûreté. Terrés chez Dutillier, nous délibérâmes sur les moyens de s'opposer au massacre des prisonniers de la Force. Le sentiment de bonne action augmente le courage. Faire battre le général était chose impossible sans ordre du commandant en chef. Le temps pressé. D'ailleurs, ce commandant était sans terre. L'un des chefs des Jacobins, nous ne trouvâmes d'autre souci que de courir chez eux, des gardes nationaux sur lesquels on pouvait les plus compter. J'en vis beaucoup dans l'espace d'une heure et demie, et je ne requis de mes ardentes prières que toutes les lâchetés qui produisent la peur et l'égoïsme des âmes dont la force de l'âge et de la santé, chez lesquels je vais cru reconnaître avec vif amour de la liberté le sentiment de l'humanité et le respect pour les lois, ne pourront être émus par le peinture des massacres dont ils allaient, pour ainsi dire, être les témoins. Que faire?
furent les mots désespérants de tous ceux que j'ai vus. Je ne peux obtenir d'eux un noble mouvement de cœur. Les uns ne voulaient pas croire au massacre, d'autres ne voulaient pas marcher sans un ordre de leur chef. Et quelques-uns infâmes diront, les prisonniers sont des conspirateurs qui ne méritent aucune pitié. Nos enfants partent pour là, mais la guerre civile éclatera, nous périrons victimes de notre humanité. D'ailleurs, on dit qu'il y aura des juges. Les innocents seront épargnés. Les efforts de mes deux compagnons n'avaient pas été plus heureux. Nous nous séparâmes à 9 heures. Déjà, les massacres étaient dans toute leur fureur. Moins connu que mes amis, je courus à l'hôtel de la force. Il y avait devant la porte du guichet qui donne dans la rue de Paris une cinquantaine d'hommes. Au plus, c'était les massacreurs. Le reste était composé de curieux plus exécrables, s'il est possible, qu'ils le pourront eux-mêmes, car ils n'osaient ni se retirer ni prendre part à l'action, et cependant ils applaudissaient, avançaient la tête, et à la vue du monceau des cadavres en queue palpitant, j'ai jeté un cri d'épouvante. Deux hommes se retourneront, me priront brusquement au collet et m'entraînant avec violence dans la rue, en me reprochant mon imprudence, se sauveront à toutes gens et me laissant seul dans l'obscurité. L'horreur de ce spectacle avait abattu tout mon courage, et j'ai rentré chez moi en pleurant de honte et de désespoir sur l'humanité si indignement outragée et sur le caractère français si déplorablement avili.